Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 2 sujets, plus une question. Alors, avant de démarrer l'épisode, j'avais envie de partager avec vous le petit contenu qui fait à peu près 1 heure sur alors ce que j'ai appelé moi Ragnarok. Ragnarok, pourquoi ? Enfin, si vous avez vu la petite vidéo d'introduction, allez voir sur ma chaîne YouTube, elle y est, vous regardez. La vidéo d'introduction, c'est comment s'entraîner dans le froid, j'en parle un petit peu dedans. En fait, je me suis intéressé ces derniers temps au mode de vie nordique. Alors pourquoi ? Non pas parce que il fait froid enfin bon voilà, mais tout simplement parce que régulièrement dans les études scientifiques que je lis toutes les semaines, je vois souvent ce protocole alimentaire revenir. Je vois également ce style de vie revenir pour diverses raisons, notamment la santé, mais aussi l'humeur. Et donc du coup je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de creuser un petit peu pour savoir ce qu'il en est, parce que la problématique c'est que quand on reste juste sur des petits articles comme ça grand public, on va avoir que des raccourcis, des extrêmes, etc. Et donc du coup moi ça m'intéresse peu. Et j'ai fait un bon gros travail d'approfondissement pour comprendre un petit peu toutes ces choses-là. Et donc du coup j'ai baptisé cette petite formation Ragnarok, parce que Ragnarok, si vous savez un petit peu d'où ça vient, en fait, Ragnarok, c'est dans la mythologie nordique. Ça annonce, en fait, quand on dit Ragnarok, ça annonce une période de 3 ans où le soleil ne se lève pas, donc il fait nuit, suivi d'une grande bataille. Donc en gros, esprit guerrier, quoi. Là, il faut être prêt à tout, quoi, pour vivre dans la nuit pendant 3 ans, suivi après d'un fight, quoi. Donc voilà, je trouvais le titre, et je comprends pourquoi il y en a qui ont donné ce titre-là à un film. Bref, donc ça s'appelle Ragnarok, la puissance nordique, et vous avez le lien dans les notes de l'émission si ça vous intéresse de vous enrichir un petit peu le cerveau et les connaissances avec le mode de vie du Nord. Voilà. Bon, avant de démarrer, on va rapidement survoler les 2 sujets. Donc le premier sujet, c'est prendre de la caféine avant le sport pour brûler plus de graisse, et le deuxième, ça sera dans le flux de la motivation. Et si j'ai le temps, et je dis bien si j'ai le temps, je traiterai une question d'un auditeur que j'ai récupérée. Bon. Et la question d'ailleurs, c'est sur le grignotage. Ah non, c'est sur comment maintenir un super style de vie pour la prochaine décennie. Bref, on démarre. Alors, prendre de la caféine avant le sport pour brûler plus de graisse. Un article de la nutrition.fr, et je commence la citation de cet article que vous pourrez retrouver également dans les notes. Les résultats de l'étude qu'ils ont fait, enfin des chercheurs ont fait une étude, et les résultats indiquent que l'ingestion de caféine 30 minutes avant d'effectuer un test d'exercice aérobie, donc du cardio, augmente l'oxydation maximale des graisses pendant l'exercice, quelle que soit l'heure de la journée. Donc que ça soit un entraînement le matin, le soir, etc. Elle augmente également la VO2 max. Cependant, l'effet de la caféine sur la combustion des graisses est plus marqué l'après-midi que le matin. Par rapport au placebo, l'ingestion de caféine augmente le taux maximal d'oxydation des graisses de 10,7% le matin et de 29% l'après-midi. Donc le petit café avant la muscu à 17h, ça brûle plus de gras. Bon, là il parle de cardio, mais imaginez muscu, et la muscu ça marche aussi, hein. Je vous le confirme, même s'ils le disent pas ici. Ces données confirment l'existence d'une variation de l'oxydation des graisses à l'effort au cours de la journée, ce qui me semble intéressant en fait, on le savait tous, hein, l'histoire de la caféine, comme quoi ça brûlerait un petit peu plus de graisse, mais l'idée de l'heure de la journée, c'est intéressant de savoir pourquoi. Donc, la caféine augmente l'oxydation des graisses pendant les exercices du matin d'une manière similaire à celle observée sans consommation de caféine l'après-midi. Les résultats indiquent que l'ingestion de caféine 30 minutes avant d'effectuer un test d'exercice aérobie augmente l'oxydation maximale de graisse pendant l'exercice. Donc ça, c'est ce que j'ai dit là. Et
les chercheurs soulignent que les pics de performance dans l'après-midi coïncident avec la température corporelle centrale la plus élevée atteinte pendant la journée. Celle-ci augmente le métabolisme énergétique. De plus, la production de catécholamines induite par l'exercice est plus élevée l'après-midi que le matin, ce qui favorise la lipolyse et explique les taux d'oxydation des graisses plus élevés observés dans l'après-midi. Donc bon, ouais, voilà, vous avez vu un petit peu à quoi on doit s'en tenir par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant, ça donne des petites indications sur le pourquoi du comment, notamment sur, vous savez, l'entraînement le matin. En fait, le matin, quand ceux qui s'entraînent le matin et qui ont un mode de vie plutôt actif, c'est probablement pour ça que certains arrivent à brûler peut-être plus de graisse, parce qu'ils arrivent à créer de la perte de graisse à un moment où le corps a moins envie de brûler du gras. Donc c'est ce que je trouve plutôt intéressant. Et pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que en fait, quand on réfléchit un petit peu par rapport à ça, si on mise tout sur le moment où parce que beaucoup de personnes vont se dire je vais m'entraîner l'après-midi, puisque c'est l'après-midi où on brûle le plus de gras. Ce qui pourrait être une bonne déduction, mais moi je trouve que la meilleure déduction à faire par rapport à ça, c'est plutôt essayer d'élever le pourcentage le matin. Et ça, comment on fait ? Si le matin on brûle moins de gras, par défaut, en fait, à cause de la température du corps, etc., ça peut être intéressant justement dans des périodes comme ça de faire plus d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'après-midi, naturellement, on est plus à même de brûler un petit peu plus. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc, moi, je trouve ça intéressant pour trouver une forme d'équilibre. Au lieu de travailler sur un extrême, c'est-à-dire d'amplifier à fond là où c'est déjà élevé, plutôt essayer d'élever l'endroit où c'est bas pour essayer non pas d'équilibrer, mais disons d'avoir quelque chose qui est plus cohérent sur toute la journée. Et donc du coup là par rapport à ça, le matin, encore une fois, c'est pas que par rapport à la caféine, parce que l'étude a étudié la caféine, mais ça montre réellement dans quelles conditions la caféine arrive dans le corps en fait. Et le corps, en fait, il a diverses conditions, et ces deux conditions différentes font que ça va avoir plus ou moins d'effet. Donc, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de s'entraîner le matin si vous voulez perdre du gras. Je pense que d'ailleurs, ceux qui s'entraînent le matin, c'est une bonne chose, parce que justement, c'est un moment où c'est plus compliqué de brûler, plus compliqué entre guillemets, mais c'est intéressant parce que si l'après-midi la personne est un petit peu active, elle va encore brûler, donc du coup elle aura le double effet de l'oxydation pour oxyder des graisses quoi. En gros, c'est juste c'est pour ça des fois les articles, les résumés d'études, toutes ces choses là, elles parlent d'un sujet, mais par rapport à nos attentes, on peut trouver des réponses autres que simplement la conclusion d'une étude ou la conclusion d'un article. Donc bon, si vous voulez relire cet article dans son intégralité, allez voir sur lanutrition.fr, vous avez tout dans les notes de l'émission. Je bois un petit coup, on passe à la suite. Alors, dans le flux de la motivation, ça c'est un article de Cerveau et Psycho, où ils ont parlé un petit peu de ce fameux état de, vous savez, on va en parler tout de suite. Et je préfère utiliser leurs mots plutôt que les miens, parce que les recherches dont ils parlent, le livre dont ils parlent, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, ça doit remonter à peu près à peut-être 2, 3 ou même voire 4 ans. Un livre que j'ai, je crois, de mémoire, je sais plus si je l'ai en version papier et Kindle ou juste Kindle. Non, je l'ai aussi en version papier. Est-ce que je le vois d'ici ? Donc ce livre s'appelle Vivre. Vivre comme vivre la vie, quoi. Donc ça, et je pourrais pas vous prononcer le nom de l'auteur, c'est pas possible. Et en anglais, il s'appelle Flow. Voilà. Plus les athlètes, je commence la citation. Plus les athlètes interrogés ont connu des instants de flux pendant l'entraînement, plus ils ont parcouru rapidement les 42 km lors de l'épreuve. Selon les chercheurs, l'expérience de ces moments les motivait à s'exercer, même si les instants de flux vécus pendant la course elles-mêmes ne les ont pas fait arriver plus vite. Alors qu'est-ce que c'est que le flux ou le flow ou cet état en fait qu'on a ? Imaginez quand vous êtes hyper concentré sur quelque chose. Par exemple, ceux qui jouent à des jeux vidéo, quand ils sont dans un jeu vidéo qui les prend à 110%, c'est-à-dire qu'ils sont complètement absorbés par leur jeu vidéo,
ils sont à fond, ils sont hyper vigilants et tout, ils sont hyper compétents d'ailleurs dans la partie qu'ils sont en train de faire. Là, on peut dire qu'ils sont dans un flux. Ce flux, en fait, c'est qu'il annule des tas de choses extérieures. C'est-à-dire que vous n'entendez plus les conversations autour de vous, vous ne percevez plus des douleurs qui étaient peut-être, si vous aviez mal quelque part, vous les sentez beaucoup moins, voire plus du tout. Et en fait, votre attention vous êtes 100% monotâche à ce moment-là. C'est-à-dire que vous savez faire qu'une seule chose à fond et en règle générale assez bien. Vous êtes hyper éveillé, hyper focus, quoi. C'est ça en fait l'état de flux. Alors là, j'ai pris l'exemple du jeu vidéo, mais ça peut être n'importe quelle situation. Par exemple, quand quelqu'un court et atteint ça en courant, c'est beaucoup plus facile à vivre parce alors déjà, faut se dire une chose, c'est que c'est agréable. C'est un état qui est plutôt agréable où on sent qu'on a un but, on sent que voilà, mais c'est à la fois agréable, mais on ne s'en rend pas réellement compte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est dedans. On s'en rend compte quand on en sort, en fait, qu'on était complètement absorbé. Et alors, je sais pas si mes mots vous parlent bien, mais pour tous ceux qui ont soit une passion, soit quelque chose qui leur demande beaucoup de concentration, et quand ils s'y mettent, le temps passe très vite, et ils ont pas l'impression qu'ils peuvent être perturbés par, il peut se passer n'importe quoi, une bombe atomique qui pète ou quoi, ça va pas les déranger. C'est ça, en fait, l'état de flow. Donc, je continue la lecture. Selon les psychologues Anne Laudebert et Johan Keller de l'université d'ULM, le flux, donc le flow, favoriserait une forme particulière de traitement de l'information qui s'apparente à la vision en tunnel. Un état de concentration totale sur la tâche en cours, avec un sens accru du détail et un oubli de tout ce qui pourrait nous distraire. Fatigue physique, soucis, difficultés, et où l'on ne se sent plus passer le temps, où le temps passe plus vite, en gros. On sent plus passer le temps. Donc en fait, ce niveau de concentration, fatigue physique, soucis, difficultés, vous pouvez voir aussi qu'on peut l'avoir dans des moments où, par exemple, vous avez peur de quelque chose. Admettons, je sais pas, vous commencez à traverser la route et il y a quelque chose, une voiture qui arrive vite, rapidement vers vous. Vous vous rendez compte que à ce moment-là, tout s'annule. Tout s'annule. En fait, la seule chose que vous pensez, vision en tunnel, sauver votre peau. C'est-à-dire d'aller du point A au point B, voilà. Et à ce moment-là, vous ne pensez pas à vos soucis et tout ça. Enfin bon, voilà, si vous avez mal quelque part, vous avez oublié et tout. Pour tous ceux qui ont déjà vécu dans la rue un petit peu des interactions avec des gens, voire même aller plus loin, des bagarres. Bon. Pour tous ceux qui ont déjà pris... Alors là, c'est compliqué parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vécu ça. Si vous avez déjà vécu une bagarre de rue, vous savez que avant d'en avoir vécu une, c'est-à-dire quand vous êtes lambda, un ado ou un jeune adulte, que vous n'avez jamais pris de coup, en fait, vous avez tendance à penser que le coup, si vous en prenez un, vous allez vous effondrer par terre comme dans les films, en fait. Alors que le jour où vous allez en vivre une, si vous en vivez une un jour, et ceux qui en ont déjà vécu savent de quoi je vais parler, mais vous allez vous rendre compte que quand vous prenez un coup dans un combat, le coup, quand vous le prenez, alors évidemment, je vous parle pas d'un combat d'UFC où le gars en face, c'est vraiment il vous met un chaos technique, hein, parce que ça c'est que sur les rings, hein, c'est très très rare que ça arrive dans la vraie vie. Je vous le confirme, c'est extrêmement rare que quelqu'un vous mette KO sur un coup dans la vraie vie. C'est tellement rare que quand ça arrive, ça devient des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Les coups ne font pas de bruit et vous prenez pas un chaos technique comme ça. Bref. Donc, quand vous prenez un coup dans la vraie vie, vous vous rendez compte que la douleur que vous imaginiez n'est pas là, en fait. Il n'y a pas cette douleur, elle n'est pas aussi intense. Elle arrive plus tard, donc quand votre cerveau n'est plus en mode flux, comme ça, mais pas sur le moment. Parce que sur le moment, vous êtes là pour gérer ça. C'est-à-dire que votre objectif n'est pas le même. Votre objectif, c'est de vous défendre, donc de porter un coup plus fort, voire qui pourrait paralyser celui qui est en face, etc. Mais vous n'êtes pas du tout dans l'idée que vous en aviez avant. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce flux-là, donc pourquoi je prends l'exemple du combat ? Parce que je trouve que c'est quand on est dans un combat, on est vraiment concentré sur les actions vraiment essentielles, c'est-à-dire se protéger et donner des coups. Et tout le reste est
complètement annulé. C'est pour ça beaucoup que, même quand vous voyez un boxeur prendre un KO, on a l'impression qu'il le vit pas du tout pareil que si c'était vous qui le preniez. Il le vit plutôt bien. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il est encore dans le flux du combat. Sauf que là, il a pris un tel coup que son cerveau n'est plus connecté avec ce qu'il doit faire. Mais la douleur perçue, ce qu'on imagine de tout ça disparaît en fait. Comme je dis, ça vient après, hein. Parce que un coup, vous prenez un coup, même dans la rue, un coup assez fort, voilà. Et puis après, une heure après, par exemple, quand vous êtes, ça y est, la pression redescend, que le conflit est terminé entre guillemets, vous vous rendez compte que j'ai mal. Alors que vous n'avez pas eu mal sur le moment. Alors je prends un cas d'un combat, mais ça peut être également le cas d'une blessure, d'un accident ou autre. Tant que vous êtes concentré sur le truc, sur la tâche en cours, tout va bien. Dans les films, c'est résumé par, vous savez, quand le héros, il est dans une grosse scène d'action, et il prend par exemple une balle dans la jambe ou une balle dans l'épaule ou autre. Vous voyez qu'il arrive à tenir. Il arrive à tenir, et puis c'est au moment où il a gagné, en fait, où il a vaincu son ennemi, ou qu'il a résolu le problème, ou qu'il se sent en sécurité, ou qu'il a protégé les siens. C'est à ce moment-là, en fait, que tout le monde se rend compte qu'il saigne, et que là, il commence à tomber dans les pommes. Et parfois, si c'est un film tragique, il meurt. Si c'est un film happy end, on arrive à le sauver. Mais vous voyez, c'est imagé de cette sorte-là. Et en fait, cet état-là, cet état où on est capable de fonctionner à 100%, bien qu'on ait de la fatigue physique, des soucis, des difficultés, une blessure, c'est l'état de flux. En fait, on est tellement focus sur le but, se sauver ou accomplir une tâche ou autre, que tout le reste est complètement annulé. Donc je trouve ça intéressant d'en parler. Pourquoi j'ai pris cette image du film ou du combat ? Parce que au moins les garçons qui m'écoutent savent de quoi je parle, et globalement tout le monde sait plus ou moins de quoi je parle. Je pense que tout le monde aujourd'hui, ceux qui ont à peu près la trentaine aujourd'hui, ont tous vécu une petite bagarre de rue, ou alors un combat dans un sport de combat tout simplement, et savent plus ou moins de quoi je veux parler, et au moins tout le monde a vu un film d'action. Donc voilà. Donc c'est plus ou moins comme ça que je voulais imager les choses. Bon, je termine sur cet article, les citations, et après on va voir des conseils pour favoriser ça. Donc nous avons montré que l'expérience du flux s'accompagne d'une augmentation modérée du niveau de cortisol, une hormone libérée dans la circulation sanguine par les glandes surrénales, surtout en cas de stress. Et non seulement cette hormone déclenche des réactions métaboliques qui fournissent à l'organisme un supplément d'énergie, notamment sous forme de glucose, mais elle active en outre certains récepteurs dans le cerveau, ce qui stimule l'attention et la volonté d'apprendre, tout en bloquant les informations sans importance. Donc encore une fois, glucose, pensez pas à tiens, il faut que je mange plus de glucides, parce qu'il y en a encore qui vont faire le raccourci, et je pense que un article mal écrit aurait dit il faut bouffer des glucides, mais c'est pas le cas. Attendez. Besoin de m'hydrater régulièrement parce que je parle relativement vite et je me dessèche un peu. Donc, donc là, vous voyez bien que le cortisol n'est pas qu'un ennemi, mais bon, ça, j'en parle depuis un certain nombre d'années déjà. Il faut pas forcément lutter contre le cortisol. Le cortisol, parfois, c'est nocif, parfois, c'est positif. En gros, le cortisol n'est jamais nocif, c'est son excès et sa chronicité, sa production de manière chronique qui devient dérangeante, on va dire, dans le quotidien et pour la santé. Mais globalement, le cortisol est là pour répondre à souvent tamponner des choses aiguës, des événements aigus, par exemple, comme je disais, un risque, voilà, mais également le matin. Le matin, si vous voulez vous rentrer dans votre journée, le cortisol a besoin d'être présent. Si vous n'avez pas de cortisol au réveil le matin, vous êtes complètement à l'envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un état où vous avez envie de démarrer votre journée. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter aussi de penser que le cortisol est quelque chose qu'il faut fuir absolument. Bref, on va voir les 10 conseils pour favoriser ce fameux flux. Donc premier point, ils disent chercher des défis qui correspondent à vos compétences. Ça sert à rien de vouloir être super fort en maths si c'est pas du tout votre discipline. Vous avez peu de chances de tomber dans un état de flux. Je vais prendre un exemple qui vous parlera plus dans notre monde. Vous avez peu de chances de trouver un état de flux à faire du baseball si votre sport c'est la muscu. Si votre sport c'est pas la muscu et c'est la course à pied, vous avez plus de chances de trouver cet état de flux, d'hyper focus, on va dire, en faisant de la course à pied que de la muscu. Deuxième point, faites toujours des pauses pendant les activités difficiles.
Ouais, c'est très important de récupérer parce qu'en fait, un état de flow est hyper énergivore. Donc, ça bouffe beaucoup d'énergie. Si vous ne vous posez pas, vous allez avoir des périodes de flux qui vont être très intenses, mais très courtes. C'est-à-dire que vous allez réussir à être focus pendant 1 heure et demie. Mais déjà, dites-vous bien une chose. C'est que réussir à être 1 heure ou 1 heure et demie, on va dire 1 heure, même 1 heure. 1 heure vraiment à fond. Prenez, alors pour tous ceux qui jouent à des jeux vidéo, prenez le moment où vous avez été le plus à fond dans un jeu vidéo. Vous voyez cet état de concentration et imaginez que vous aviez le même pour faire quelque chose de productif. Par exemple, la recherche d'emploi ou, je sais pas, votre travail. Eh ben, en 1 heure, vous accomplissez déjà un travail de forte qualité, en tout cas au maximum de vos compétences, mais également vous abattez énormément parce que vous imaginez, reportez encore l'idée du jeu vidéo, rien ne vous distrait. Rien ne vous distrait, votre téléphone peut vibrer, sonner, rien ne vous distrait pendant ce moment-là. Imaginez que vous appliquez ça, par exemple, à la muscu ou à autre chose, c'est pareil, votre séance, elle devient hyper efficace. 3e point, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables et tentez d'obtenir un retour d'informations régulier. 4e point, dégagez des marges de manœuvre dans votre planning, par exemple, en décidant vous-même et quand et comment accomplir une tâche. 5. Focalisez-vous sur le sens de ce que vous faites. 6. Cherchez à obtenir le soutien des autres pour les problèmes difficiles. 7. Travaillez sur des tâches qui vous semblent importantes. 8. Recherchez un niveau d'activation physiologique modéré. Donc physio, pas psycho, modéré en effectuant des exercices légers comme la marche. 9. Lorsque vous êtes stressé, réalisez plusieurs expirations lentes ou faites un exercice de relaxation. Et 10. Veillez à vous détendre le soir afin de décompresser efficacement. Je pense que ça, le dernier point, c'est un point qui est très peu utilisé aujourd'hui parce que en fin de journée, les gens ont tellement une dette de stimulation par rapport à leur journée de travail qui était plutôt pas top. Ils cherchent à récupérer ça en multipliant les distractions et donc du coup, au lieu de récupérer, ils se surchargent mentalement. Allez, on passe. Moi, je trouvais ça intéressant. Si vous voulez pousser plus loin, vous allez lire l'article dans son intégralité, les notes. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous voulez lire le livre dont il parle et dont je parle depuis des années, ça s'appelle Vivre en français, mais c'est Flow en anglais. C'est un livre qui est dispo en version Kindle et en version. Alors, je sais même pas s'il est même pas en version Audible. Donc, je vais regarder Vivre Amazon. Je vais mettre livre. Donc, en quelle version il est disponible? Comme ça, je vous donne la réponse. Il est disponible en version poche, relié. Et alors, attendez, j'ai pas mis toutes les catégories. Il est disponible alors. Alors eux, ils mettent pas Kindle. Mais moi, je sais que je l'ai sur Kindle, donc je l'ai peut-être acheté sur un autre support, c'est-à-dire peut-être sur parce que des fois je sais que quand c'est pas disponible sur Amazon, je vais sur la Fnac. Moi, vous voyez, il y a marqué en gros, vous avez acheté cet article pour la dernière fois le 31 décembre 2016. Donc, vous voyez, ça remonte un petit peu, là, quand j'ai commencé à vous en parler. Mais bon, vous allez voir, il y est broché à 5,53 €, poche 7,95 € et relié 24,96 €. Voilà. Bon, le livre s'appelle Vivre et l'auteur, c'est Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà, donc j'ai certainement dit l'essentiel à savoir sur les conditions pour l'obtenir. Bref, je reprends, donc il n'est pas en Audible. Je reprends, enfin en audio quoi. Je reprends avec la question de l'auditeur. Donc la question de l'auditeur, bonjour Théo, merci pour ton taf. Ma question est que faire pour améliorer notre nutrition par rapport à son entraînement, mais surtout que faire pour garder les bonnes habitudes alimentaires sur la décennie et que cela n'impacte pas nos entraînements et notre style de vie. Car moi, depuis 1 an, j'ai un cahier où je note mes repas. Ça m'a aidé à gérer l'année 2020. Ça m'a permis un suivi clair de ce que je mange chaque jour. En y pensant, j'ai un faible pour les grignotages et je fais un jour. Ouais, bon, tu fais un jour de cheat meal à peu près le vendredi ou samedi. Et donc,
de faire des entraînements cohérents, 5 séances de sport, abdos, muscu, marche. Ma question est de savoir comment faire pour continuer à faire un meilleur suivi de ma nutrition et de mes entraînements sur une décennie. Alors déjà, toi, tu fais partie des personnes qui ont besoin de mesurer ce qu'ils font pour se motiver. Ce sont des personnes qui, voilà, moi je sais que je fais pas partie de ces personnes-là. En tout cas, disons que le carnet que toi tu es obligé de remplir à la main, moi j'ai l'impression que j'arrive à le remplir dans ma tête. Voilà. Donc du coup, j'ai pas, en tout cas pour le sport et la nutrition, j'ai pas besoin d'écrire pour ça. Mais bon, on parle pas de moi, on va parler de toi. Déjà, n'abandonne pas cette pratique qui te réussit. C'est-à-dire que si pour toi noter t'aide à te rendre compte de tes points faibles, de tes points forts, continue. Mais tu peux commencer tranquillement à élaborer des routines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu écris tout ça, c'est cohérent pour toi, tu arrives à t'entraîner et tout, mais tu devrais commencer à élargir ton cercle de choses que tu fais. C'est-à-dire que au lieu de continuer à manger sain de la manière dont tu fais aujourd'hui, essaye, par exemple, de te dire, pendant les 5 semaines qui arrivent, je vais tester par exemple la diète nordique, comme je parlais là tout à l'heure avec le lien en description, ou alors une diète méditerranéenne, ou alors une autre diète. De manière à pouvoir créer, grâce à ton journal, une vraie étude de cas, une vraie étude sur toi-même. De voir comment tu te sens, comment tu te réveilles le matin, est-ce que tu es plus en forme, est-ce que tu as plus faim le soir avant de te coucher, est-ce que tu as moins faim, toutes ces choses-là, pour avoir le maximum de choses. Parce qu'en fait, quand tu remplis un carnet, c'est attractif au début parce qu'il y a des nouveautés, mais au bout d'un moment, tu te dis un petit peu, en fait, j'ai l'impression de noter toujours la même chose. C'est un petit peu comme la Fitbit, tu sais, la montre connectée ou l'Apple Watch. Au début, quand tu l'utilises, t'es content. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle te donne des indications sur ce que tu fais depuis des années, puisque tu n'avais pas de montre connectée avant et du jour au lendemain tu en as une, donc tu te rends compte que durant ta journée tu brûles tant de calories, ton rythme cardiaque est de temps, quand tu t'entraînes tu brûles tant, etc. Mais quand tu l'utilises pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu te rends compte que les journées se ressemblent plus ou moins et que tu as une bonne idée de ce que tu fais. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, par exemple, ma montre connectée, je la mets que par exemple sur des jours qui sont différents, où je sais que la journée va être différente. Exemple, le week-end, c'est plus différent pour moi le week-end que la semaine, parce que la semaine j'ai mes routines, travail, sport, etc. Et le week-end, mes routines sont différentes. Ça va être le ménage, ça va être des activités en extérieur, un peu de sport parfois, de la marche, etc. Donc du coup, ça m'intéresse de savoir à quoi va ressembler en termes de dépenses caloriques, de variation du rythme cardiaque et tout, mes journées quand je les maîtrise pas, quand je les connais pas en fait. Donc ton carnet d'entraînement, ton journal de nutrition, c'est très bien à tenir. Maintenant, comment tenir ça sur le long terme? Comme je dis, si tu veux tenir sur le long terme, faut que tu aies du désir pour ça. Et pour avoir du désir, faut que tu aies des buts. Et pour avoir des buts, il faut te lancer des objectifs un petit peu différents de ce que tu fais aujourd'hui. Normalement, si ça fait, tu m'as dit tout 2020 où tu as réussi à tenir, tu dois être quand même arrivé à un niveau de transformation, je vais dire physique et mentale, assez significatif. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à tenir 1 an, déjà tu as passé la barrière des 3 mois, les 3 mois étant la durée à peu près des personnes avant qu'elles abandonnent. Il faut se dire une chose, c'est que 90% des personnes qui commencent la muscu aujourd'hui, dans 3 mois, ils auront arrêté. C'est normal, c'est les règles du jeu. Beaucoup de personnes arrêtent parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas de résultats rapides. En fait, il y a beaucoup de hasard. Si une personne qui débute l'entraînement, qui débute la musculation ou quoi, n'a pas les bonnes informations de base, va voir les mauvaises sources, commence à se laisser emporter par des personnes qui vont dire que tout ce qui réussit est dopé, tout ce qui échoue est naturel, etc. Ça met pas dans un bon mood pour démarrer l'entraînement. Donc si toi tu tombes sur les mauvaises sources d'informations dès le début, forcément au bout de 3 mois t'as plus envie de t'entraîner parce que tu te dis à quoi bon me faire mal pour rien. Mais toi t'as déjà passé ce cap-là de la première année, donc t'as passé des premiers 3 mois suivis d'une première année, donc ce qui est déjà bien, donc t'as déjà des résultats, t'as déjà un changement au niveau psychologique et très certainement physique. Donc à toi de te dire ce que tu as gagné, tu n'as pas envie de le perdre. Sache que chaque année toutes les années qui vont s'ajouter à cette première année, ça va renforcer ça. Donc à chaque fois que tu vas valider une nouvelle année où tu t'es entraîné, où tu as bien mangé, où tu as essayé d'avoir un meilleur style de vie, c'est
un ancrage plus profond. Dis-toi une chose, c'est que c'est bien que tu parles de décennies parce que je pense qu'un pratiquant naturel en musculation, qui fait des efforts au niveau de nutrition et tout, a plusieurs paliers de progression. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, déjà ton physique a un peu changé. Au bout de 3 ans, tu commences un petit peu à te détacher. Au bout de 5 ans, tu commences concrètement à te détacher de la moyenne des gens. Vraiment concrètement. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, tu croiseras très très peu de personnes qui font ce que toi tu fais. Au bout de 10 ans, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 10 ans, c'est là où en fait il y a beaucoup de problématiques au bout de 10 ans. Quand je dis beaucoup de problématiques, c'est pas par rapport à toi, c'est les choses dont tu vas te rendre compte. Au bout de 10 ans, ton physique, tu n'es plus obligé de faire quelques pompes pour faire une photo, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais tu sais, quand tu démarres la muscu, tu t'entraînes en salle, etc., tu te sens congestionné après une séance, tu te dis c'est le moment où il faut faire une photo. Une photo si tu veux faire un truc sur Instagram, ou une photo pour toi, pour la garder, etc. Et ben, au bout de 10 ans, t'as plus besoin de ça. Quand je dis t'as plus besoin de ça, c'est que t'enlèves ton t-shirt et si t'es propre, c'est-à-dire que si t'es, enfin, pas propre en termes d'hygiène, mais si t'es propre en termes de taux de gras, etc., donc ça veut pas dire être extrêmement sec, mais si t'es entre 10 et 12% de taux de gras, t'enlèves ton t-shirt au bout de 10 ans d'entraînement sérieux, tu rends bien en photo. T'as plus besoin de faire des pompes, des choses comme ça. Donc déjà ça peut t'aider à tenir une décennie. Autre chose, quand tu as une décennie d'entraînement derrière toi, tu peux, comment dire, tu peux relever le pied un petit peu. Comment t'expliquer ça? Parce que sans être, faut faire attention à ce que je vais dire. Il faut vraiment bien le comprendre. Tu peux lever un peu le pied sur des entraînements hyper intenses. Je m'explique. Moi, ma théorie, c'est que quand tu démarres l'entraînement, tu peux aller à fond. Quand je dis tu peux aller à fond, c'est tu peux t'entraîner souvent, tu peux t'entraîner très lourd, tu peux y aller à fond. Et je recommande même à toutes les personnes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui d'aller à fond sur l'entraînement si c'est possible pour elles de le faire. C'est-à-dire d'essayer de porter lourd, d'essayer de s'entraîner souvent, régulièrement, de ne pas lâcher, de manger vraiment clean et tout, et d'y aller à fond, vraiment à fond pendant une décennie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à ce que je pouvais penser au début, la musculation n'est pas un sport ingrat comme on l'entend. C'est-à-dire que c'est ingrat pour une personne qui s'entraîne pendant 1 an. Il s'entraîne, il arrête 1 an. Il s'entraîne 1 an, il arrête 1 an. Il est revenu quasiment à la case départ. Quand tu as 10 ans d'entraînement et que tu t'es entraîné pendant 10 ans à fond, c'est faux. Tu ne reviens pas à la case départ. C'est-à-dire que tu peux lever le pied un petit peu sur l'entraînement et c'est beaucoup plus simple de maintenir les gains. Un petit peu comme la difficulté à obtenir les abdos au début, c'est très compliqué. Et une fois que tu les as, c'est très facile à les maintenir. Avec l'entraînement, je parle, hein, et la nutrition. Chose où je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'anciens, de très nombreux anciens qui disent, avec les années, si j'avais su, je me serais entraîné moins souvent, j'aurais porté moins lourd, etc. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est partir du constat du postulat qu'aujourd'hui ils peuvent moins s'entraîner parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'en faisant moins ils arrivent à maintenir des gains et des belles perfs, etc. Mais c'est parce que justement ils ont été à fond pendant toutes ces années et qu'ils ont acquis une forme de capital musculaire, etc. qu'ils peuvent aujourd'hui en faire moins pour maintenir. Mais de recommander ça à des gens qui démarrent, c'est pas une bonne idée. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment avec, regardez bien, toute la politique autour de... Vous savez, on est dans un monde où c'est de plus en plus complexe. C'est-à-dire que la technologie est quasiment au sommet de la pointe. Enfin bon, ça va progresser encore, mais regardez le niveau de technologie qu'on a aujourd'hui. La puissance de calcul qu'on a pour les diètes, les machins, les algorithmes et tout. On prend en photo un plat aujourd'hui, il est presque capable de nous dire la valeur calorique du plat. Enfin bon, voilà. Les entraînements, c'est pareil. On a des carnets d'entraînement, on a des ressources inépuisables, on a des tas d'ouvrages, etc. Et pourtant, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la simplicité. C'est-à-dire faire tout le corps sur la même séance, 3 fois par semaine. Et au niveau de la nutrition, ne vous prenez pas la tête à tout calculer. Faites un régime où vous sautez le petit déjeuner, du jeûne intermittent et tout. Donc vous voyez bien que dans un monde extrêmement complexe, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, les méthodes les plus à la mode sont celles qui essayent de résumer l'entraînement, le développement physique, la transformation physique à quelque chose d'extrêmement simple. Ce qui est à mon sens c'est pas bon, hein. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je suis pas du tout d'accord non plus avec les anciens qui recommandent aux jeunes de faire ce que eux ils font en ce moment, c'est-à-dire ce que les anciens font en ce moment, ce qui est faux. Si les anciens sont là aujourd'hui avec un super physique, de la force et tout, c'est parce qu'ils ont été à fond durant leur jeunesse.
et qu'aujourd'hui ils peuvent maintenir avec moins d'efforts. Et je pense que la musculation n'est pas un sport ingrat à partir du moment où on passe un certain cap. Un certain cap, c'est une certaine durée. Donc, si je pouvais te motiver pour la prochaine décennie, c'est de tenir à fond. Si tu arrives à tenir à fond cette prochaine décennie, tu vas pouvoir plus tard avoir une meilleure flexibilité au niveau de tes entraînements. Quand je dis flexibilité, ça veut dire que tu vas pouvoir profiter de d'autres disciplines sans perdre trop de masse musculaire, voire pas du tout. Par exemple, une personne qui démarre aujourd'hui, moi typiquement, s'il me dit Théo, je veux prendre le maximum de masse musculaire, qu'est-ce que je fais ? Je te dis, écoute, tu veux prendre le maximum de masse musculaire ? Oublie tout ce que tu vois sur Internet. Inscris-toi en salle si ta salle est ouverte ou équipe-toi à la maison avec du vrai matos de muscu et tu fais un programme de split. Donc, c'est-à-dire que tu vas entraîner à fond un muscle par jour, voire 2 maximum. Et tu reproduis ça 5 fois par semaine. Tu récupères au maximum. Donc, c'est-à-dire que tu essayes de dormir le plus possible. Tu essayes de manger le plus sainement possible et dans des quantités suffisantes pour pouvoir te développer. Et tu reproduis ça. Tant que tu es en vie, tu reproduis ça. Au bout d'un moment, tu vas te transformer. Ça, c'est ma théorie, c'est ma stratégie, c'est ce que je recommanderais. Par contre, la problématique, c'est que justement, certaines personnes arrivent sur un format où tu veux te développer, pas de problème, fais du full body, t'en fais pas trop. J'ai même vu aux États-Unis des programmes où t'en fais vraiment très peu, genre 2 à 3 séances par semaine maximum, le plus lourd possible, et tu vas voir, ça marche. Évidemment que ça va marcher pour certaines personnes, mais 90% des gens, ça va pas marcher. Si ça marchait, on le verrait. Il y aurait que des personnes tankées dans la rue, parce que faire 3 entraînements par semaine, c'est pas le bout du monde. Et avoir une nutrition où on fait aucun effort, on peut manger tout juste en sautant un repas. Enfin bon, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. On a suffisamment d'études, d'outils aujourd'hui pour nous montrer que c'est l'inverse qui fonctionne. Mais bon, ce qui fonctionne en termes de marketing, c'est la simplicité. C'est-à-dire comment avoir un résultat spectaculaire avec pas beaucoup d'efforts. C'est ça qui marche. Si je vous vends ça, vous allez acheter. Mais enfin bon, moi je vous le vends pas. Il y en a d'autres qui s'en chargent pour moi. Donc si tu veux tenir pour la prochaine décennie, continue. En fait, ne réfléchis pas en termes d'acquis, mais de comment tu peux améliorer ton processus année après année. C'est-à-dire comment tu peux encore améliorer ton entraînement. Réfléchis-y, note-le, fais des tests avec ton carnet. Utilise tes compétences de suivi. Je pense que c'est une compétence réelle de pouvoir tenir un cahier d'entraînement parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que tu as une vraie compétence avec ça. Donc utilise cette compétence du cahier pour te faire progresser. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui mes entraînements ils sont comme ça, je les note et tout. Comment je peux les faire progresser? Pareil sur ta nutrition. Mais ajoute également une case style de vie. Comment je peux améliorer mon sommeil? Donc, quelle est la chose que je peux améliorer, par exemple, pour m'endormir plus rapidement, etc., etc. Et note tout ça. Et ça va te permettre de tenir 10 ans. 10 ans, les 10 prochaines années. De toujours avoir un objectif et de ne pas en lancer 10 en même temps. De dire, par exemple, ce mois-ci, j'essaye de mieux récupérer, donc d'avoir un meilleur sommeil. Donc, je vais voir ce qui va se passer sur mes entraînements. Est-ce que je mets plus de charges plus rapidement? Est-ce que je gagne plus de répétitions? Est-ce que j'ai l'impression le lendemain d'être en meilleure forme après une séance super intense que d'habitude, etc., etc. Et tu notes. Et là, ça va permettre de pouvoir identifier qui tu es, comment tu réagis, quel est ton niveau de récupération, qu'est-ce qui te convient au niveau de la nutrition, les heures de sommeil qu'il te faut pour être en forme quand tu t'entraînes, les heures de sommeil qu'il te faut quand tu as besoin d'être en forme sans t'entraîner, les jours de repos, etc., etc. Et donc tout ça te permet d'avoir des objectifs, des buts et une forme d'intérêt à tenir ton carnet et surtout à tenir les années. Moi, je trouve que c'est comme ça. En l'absence de passion forte, il faut trouver des stratégies autres. Et les stratégies autres, c'est des petits objectifs comme ça. Quand tu as une passion forte, moi par exemple, j'ai une passion forte pour l'entraînement, le style de vie sain, etc. Donc du coup, j'ai pas besoin de tout noter et tout parce que fondamentalement, je suis animé par ça. Si je m'entraîne pas pendant 2 jours d'affilée, ça commence à me piquer, à me gratter, quoi. Je sens qu'il faut que j'aille m'entraîner. Non pas parce que je suis addict au sport, mais parce que en fait, ça me procure du bien-être et que dans dans un environnement, on va dire plutôt sédentarisé, c'est-à-dire, on vit tous aujourd'hui dans un environnement plutôt sédentaire. Je trouve que d'avoir une activité physique régulière, et parfois intense, parfois plus légère, est importante au niveau santé, mais également au niveau psychologique. Et moi, je sens qu'au bout de 2 ou 3 jours, sans sport, ça me manque en fait, ça me manque fondamentalement. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de
de professionnels de santé, de psychiatres, et je sais même pas si c'est même pas d'autres personnes qui ont commencé à en parler de ça, d'addiction au sport et tout, et de faire tomber les vraies addictions au sport, c'est-à-dire des personnes qui se détruisent avec le sport, qui n'est pas mon cas et qui n'est pas le cas de 90% des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Ils ont fait tomber ça comme dès que tu commences à avoir trop envie de faire du sport, tu es addict au sport, ce qui est faux en fait, ce qui est pas une bonne chose. C'est-à-dire que les gens se considérer comme être en forme, ça deviendrait presque un problème. Et donc on est encore dans le côté où chacun devrait se responsabiliser un petit peu là-dessus, savoir quand ça devient nocif de faire trop de sport, c'est-à-dire que quand une personne est complètement épuisée, qui mange rien et qui veut quand même s'entraîner 3, 4, 5 heures par jour, là c'est déraisonnable. Mais une personne qui veut faire 1 heure de sport par jour pour se bouger un peu parce qu'il a un mode de vie sédentaire et de manger sainement parce qu'il se rend compte que l'alimentation qu'on a aujourd'hui est dévastatrice, je ne trouve pas ça malsain. Je trouve ça plutôt cohérent et je trouve plutôt que c'est essayer de lutter contre un courant on va dire, de propagande, etc., qui a un flot d'informations qui arrive en pleine poire toute la journée, et d'essayer de lutter contre ça. Je trouve que ces personnes-là sont courageuses. Honnêtement, personnellement, je trouve que ces personnes-là sont courageuses. Pourquoi ? Parce que justement, elles doivent résister à un flux d'informations qui va à l'inverse de leurs préoccupations du moment. Donc, c'est-à-dire, elles veulent manger sainement alors que tout le flot d'informations va dans l'autre sens. Elles veulent bouger alors que tout le flux d'informations va dans l'autre sens. Penser à tout ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'obésité, de s'accepter, de machin, de toutes ces choses-là, qui est une chose, je trouve, pas cohérente. D'ailleurs, vous savez, et là, je terminerai le podcast là-dessus. Vous savez, par rapport à l'obésité, j'en parle régulièrement dans les podcasts parce que c'est un sujet extrêmement chaud, extrêmement d'actualité. C'est-à-dire que on diabolise aujourd'hui, c'est pas on diabolise, c'est que aujourd'hui les obèses ont un terme qui les protège. Quand je dis un terme qui les protège, c'est la grossophobie, c'est pointer du doigt, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie, qui trouvent répugnant, qui trouvent flasque, qui trouvent fainéant des gens qui sont obèses. Ces gens-là, c'est des gens qui, on n'a pas envie de parler avec ces gens-là. Bon, honnêtement, je trouve ça, vous connaissez déjà mon point de vue si vous avez écouté mes podcasts sur le sujet. On n'a pas à pointer une personne du doigt parce qu'on la juge grosse ou autre. Mais en fait, là où je voudrais pousser le truc un petit peu plus loin, déjà tous les obèses sont responsables. On est d'accord avec ça. On a tous un patrimoine génétique qui nous amène à être en surpoids ou pas. Moi, personnellement, je l'ai eu, donc j'avais un patrimoine génétique qui m'a amené à être en surpoids, mais c'est pas que ça, c'est aussi mon style de vie. C'est les interactions sociales que j'ai eues, suivi des moyens que j'avais aussi pour m'alimenter au niveau de l'argent. C'est également les centres d'intérêt que j'avais, c'est également tout un tas de choses qui ont fait que je me suis retrouvé en surpoids quand j'étais ado et jeune adulte. Donc j'étais responsable de ça. Les obèses le savent ça, ils sont pas idiots, ils savent qu'ils sont responsables de ça. On n'a pas besoin de les pointer du doigt pour ça. Mais un obèse peut changer. Vous allez voir où je veux en venir. Un obèse peut changer, un obèse peut maigrir, un obèse peut faire du sport, etc., etc., etc. Il peut se faire suivre, il peut se faire aider. Il y a des méthodes pour ça, jusqu'à l'opération. On est d'accord. On pointe du doigt les personnes qui pointent du doigt les obèses en disant qu'ils sont fainéants et tout. Ces personnes devraient être pénalisées, je suis d'accord. C'est-à-dire pénalisées, leur dire, écoute Coco, tais-toi, balaye devant ta porte, t'as certainement aussi des choses que t'aimerais bien aussi corriger, personne ne les pointe du doigt, donc voilà. Rappelez-vous d'une chose, les personnes de petite taille, voire des personnes de très petite taille, sont aussi pointées du doigt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites 1 mètre, on va dire, pour un garçon, si vous faites 1m60, 1m70, vous vous rendez compte que vous êtes pénalisé, par exemple, avec les filles. Et oui, combien de fois avez-vous vu sur un profil de rencontre en ligne et tout ça, si tu fais moins d'1m80, pas la peine de venir me parler. Ça, je trouve ça beaucoup plus difficile que la grossophobie. Et je m'explique pourquoi. Parce que quand on est obèse, on peut maigrir. Quand on est petit, entre guillemets, quand on fait 1m60 ou 70 pour un garçon, ce qui n'est pas extrêmement petit non plus, mais on va dire que quand on a une taille jugée petite, comment on fait ? On mange de la soupe ? Donc, vous savez, il y a des combats qui sont, à mon sens, parfois inégaux. C'est-à-dire que des garçons qui sont petits, jugés comme petits, peuvent souffrir énormément
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens d'action pour ça. Ils peuvent pas se faire grandir. Même ceux qui ont la meilleure volonté du monde, ils pourra pas se faire grandir. Donc, il y aura toujours quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose qu'on aimerait ne pas avoir. Tous. Toi, tu as trop de poids, tu as envie de le perdre. Toi, tu es trop petit, tu aimerais être plus grand. Toi, tu as plus tes cheveux, tu aimerais en avoir. On a tous quelque chose. Et en fait, la problématique, et ça, je pense que Jordan Peterson en parle très bien. Si vous avez lu son bouquin, il en parle très bien. C'est que on a tous quelque chose. On a tous une forme d'oppression par quelque chose qui nous. Enfin voilà. Et que c'est pas une bonne voie que d'essayer de sauver tout le monde. Et je pense que, comme il dit très bien, là où je suis pas d'accord avec lui sur pas mal de choses, mais sur ça au moins je suis d'accord, on a tous un devoir de responsabilité. C'est-à-dire que, ok, on a telle problématique, mais on a la responsabilité d'agir pour que notre vie soit plus confortable, etc. Et là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que, évidemment, par rapport à ta question, l'idée de la décennie, comment la passer mieux, en grande partie, c'est de ta responsabilité que tu tiennes, en fait, ça. C'est personne, même pas moi. Moi, je peux juste te donner des outils. Je peux juste te donner des synthèses. Par exemple, si tu veux savoir comment mieux manger, comment mieux t'entraîner, comment améliorer ton style de vie, ça, je peux te donner des informations. Mais je ne peux pas agir pour toi. C'est-à-dire que je ne peux... Combien de personnes aujourd'hui ont des connaissances vraiment élevées ? C'est-à-dire, vous avez déjà parlé à des personnes qui ont un style de vie pourri, mais pourtant, quand on commence à leur parler de ce qu'il faudrait faire, ils savent tout. Mais en fait, ils n'ont pas le levier pour eux passer à l'action. Donc, on est dans un monde où la connaissance est accessible. Beaucoup de personnes savent tout un tas de choses sur comment bien faire, mais très peu de personnes le font réellement. On en parlera dans un autre podcast, mais toi, sache qu'en tout cas, celui qui me pose la question là, tu as déjà beaucoup d'outils pour bien faire, donc il ne tient qu'à toi de réussir pour la prochaine décennie. Mais continue d'améliorer le processus, c'est-à-dire de continuer à améliorer tes entraînements, continuer à améliorer ta nutrition, continuer à améliorer ta qualité de sommeil, par exemple ta récupération. Et si tu t'attaques à des problèmes précis à chaque fois, vraiment précis, tu peux réussir à progresser et à tenir. En fait, les années vont passer, tu les verras pas passer, et ça va tellement s'ancrer dans ton style de vie que tu te poseras plus ce style de questions. Voilà. Merci à toi pour ton commentaire, parce que tu m'as quand même remercié pour mon travail, donc je te remercie pour cette question qui m'a bien pris, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.